Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts, dans notre studio où nous allons passer en revue l'actualité de la semaine. Alors cette semaine, on va parler d'attentats, des suites des attentats, de palais et de stades, mais aussi de listes électorales. Et pour cela, nous avons une équipe d'experts entièrement masculine, avec tout d'abord Nicolas de Decker, journaliste au VIF, bonjour. Mais bonjour Jean-Jacques. Mathieu Ladevez, chef d'édition à la DH Bruxelles, bonjour. Bonjour. Et Fabrice Grosfilet, éditorialiste à BX1, entre autres. Bonjour. Bonjour. Alors, le 20 mars, la justice était au centre des préoccupations de tous. Le groupe Help Justice se donne 66 jours pour convaincre les politiques de refinancer le secteur justice. D'après Kungins, il en coûterait 740 millions. Katharina Le Thor et Manon Hugui y étaient. Ce n'est pas très difficile de respecter la loi. La loi est là, il faut simplement la respecter. Le respect de la justice, c'est bien ce qui manque au monde judiciaire depuis plusieurs années. Du moins, c'est ce que ressentent les acteurs de terrain. Magistrats, avocats, greffiers et personnel administratif, tous sont réunis ce 20 mars, journée de la justice, pour rappeler les droits des justiciables. Ces droits, ce ne suffit pas de les donner, il faut encore qu'ils soient effectifs, qu'ils puissent être garantis par des procédures qui ne sont pas des procédures de combat, mais des procédures de paix. Manque de moyens financiers et humains, voilà ce que déplorent les acteurs du monde judiciaire. Un manque qui impacte directement les clients et leurs demandes. Les clients nous disent « mais vous n'avancez pas, vous ne faites rien ». Et on a beau faire ce qu'on peut, on se retrouve face à un mur quand on arrive au greffe et qu'on nous dit « on est désolé, on ne peut pas vous dire combien de temps votre demande va prendre ». Qu'on puisse diminuer les frais de greffe et de faire en sorte que tout le monde ait accès à la justice à moindre coût. Entre les murs du palais, associations et citoyens brandissent aussi leurs pancartes. Quelle est la priorité d'après vous ? Un refinancement complet de la justice pour une égalité d'accès pour tous. 66 jours pour sauver la justice, un slogan qui résonne comme un dernier appel. 66 jours avant les élections régionales, fédérales et européennes. 66 jours pour convaincre les majorités à venir. On a compris que de cette législature-ci, il n'y avait rien à attendre. De ce gouvernement-ci, il n'y avait rien à attendre. C'est la campagne électorale. Dans la déclaration gouvernementale du prochain gouvernement, il faudra que des moyens soient prévus pour que la justice puisse fonctionner correctement. Si le message est porté en cette journée de la justice, la mobilisation, elle, se poursuivra jusqu'au 26 mai prochain. Alors la grosse question, Nicolas de Decker, c'est de savoir si on va vraiment investir dans cette justice qui a besoin de moyens. Mais quel symbole, Jean-Jacques, ce gigantesque et magnifique palais de justice, mais qui est entouré d'échafaudages depuis 30 ou 40 ans, je ne le sais pas, et dans lequel les gens déplorent, avec raison, de ne pas avoir assez de moyens. On est ici dans le cœur de ce qu'est être un État. On se souvient d'il y a quelques années, le premier magistrat du pays, Jean Decotte, qui avait dit que la Belgique était un État voyou. C'est une impossibilité sociologique. Le grand sociologue allemand Max Weber disait qu'on définissait un État par le fait qu'il détenait le monopole de la force légitime sur un territoire donné. Ça veut dire que c'est l'État qui a l'exclusivité de la violence, c'est-à-dire la police et l'armée, mais aussi de rendre la justice. Et on est dans une situation aujourd'hui, en Belgique, où la justice ne peut pas se rendre d'une manière correcte. C'est une absurdité, c'est presque une folie. Pourquoi ça ne se fait pas ? Pourquoi est-ce que les murs de tous les palais de justice, vous savez que je suis originaire de Wallonie, les murs de tous les palais de justice s'effritent ? C'est parce qu'en politique, d'abord, on a l'habitude de prendre des décisions de deux manières. D'abord, quand un mur s'effondre, pas quand il s'effrite. Or, c'est ce qui se passe à la justice. C'est que progressivement, l'appareil judiciaire dans son ensemble vieillit, rouille, s'effrite, et c'est moins visible, évidemment. On ne le remarque que petit à petit. Et puis, la deuxième raison pour laquelle on investit, c'est quand il y a la possibilité de voir un résultat concret, important. On va parler du stade peut-être à Bruxelles. Le politique qui pourra inaugurer ce stade a intérêt donc à entamer des procédures qui lui permettront de l'inaugurer. Ici, que rapporte à qui l'inauguration d'un palais de justice ? Je veux dire politiquement, pas grand-chose. Que rapporte à qui l'engagement d'une série de juges ou de greffiers ou de toute une série de personnes qui permettent de mieux faire fonctionner la justice ou d'un meilleur logiciel, hein ? Mais ça ne se voit pas directement. Et pourtant, c'est crucial, c'est nécessaire. Et cet état de la justice est, à mon avis, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il y a une méfiance généralisée de ce qu'on appelle le citoyen à l'égard des autorités en général. Quand vous devez attendre plusieurs mois ou plusieurs années pour recevoir un jugement, une décision judiciaire dont votre vie dépend, mais vous avez des raisons, quelle que soit l'issue de cette décision, d'en vouloir aux autorités de l'État dans lequel vous vivez. Mathieu Ladevez.
Pour rebondir sur ce que disait Nicolas, c'est vrai que c'est pas rentable sur le plan politique et électoral, donc on préfère investir dans des belles gares à 900 millions dans quelques villes wallonnes que dans un nouveau palais de justice ou dans le refinancement. Une seule à 900 millions, on est d'accord. Mais donc voilà, il y a un problème par rapport à ça. Moi, je reviens sur le chiffre de Koungen cette semaine, 750 millions sur le budget de l'État fédéral, c'est pas énorme, c'est pas insurmontable, c'est pas infinançable. Donc il faudrait le faire. Après, c'est une question d'arbitrage budgétaire lors de la formation du prochain gouvernement. Donc, on verra ce que font les avocats et le personnel de l'administration judiciaire. C'est très bien, c'est un coup de boost, un peu de lobbying. Est-ce que ça va avoir un impact ? J'en suis pas du tout persuadé. Fabrice Grosfilet. Oui, cette manifestation, elle est finalement pas une si grande réussite. Il y avait 200 personnes, c'est pas énorme quand même. Il faut quand même signaler ça au Palais de justice de Bruxelles. Et surtout, je pense qu'il y a aussi un petit peu un phénomène d'essoufflement. Moi, j'ai le souvenir que magistrats, avocats ont déjà manifesté tout ensemble dès le début de la législature. Ce qui me semble très intéressant dans ce qui s'est passé vendredi, c'est ce fameux interview de Koungen avec ce chiffre de 740 millions dans une interview au soir. Donc c'est de mémoire 300 millions pour le fonctionnement, 240 millions pour les bâtiments et 200 autres millions pour les prisons. Et cette petite phrase de Koungen disant « c'est une condition indispensable pour que moi j'accepte de rempiler à la justice ». Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Qu'on ait été le ministre de la Justice pendant 5 ans et qu'au nom d'un accord de gouvernement, d'une vision idéologique qui était on doit faire des économies sur les services publics, on ait maintenu les budgets sous pression et qu'on ait expliqué aux magistrats dont on avait la responsabilité que non, ils ne pouvaient pas dépenser plus, pour tout d'un coup, au moment de la campagne électorale, dire il faudrait quand même 740 millions de plus. Alors c'est vrai, c'est pas énorme au regard du budget de l'État fédéral, mais c'est quand même l'indication que Koungen reconnaît qu'il a été un peu l'otage d'une décision qui était idéologique et pas pragmatique. C'est-à-dire que le ministre de la Justice lui-même reconnaît qu'il n'a pas donné les moyens à la justice de fonctionner. Ça, je trouve ça inquiétant. Alors on va voir ce qu'en pensent 2 invités politiques, 2 invités, qui quittent la politique, justement. Alors je disais que d'un côté on avait des experts masculins, de l'autre côté on a des invités féminines, et en plus elles ont toutes les deux comme point commun d'avoir décidé de quitter la politique. Alors, dans le cas de Sarah Thurin, ce sera fait formellement mercredi. Vous ne serez plus conseillère communale écolo à Molenbeek. Et vous travaillez déjà chez Fait d'Asile à Moucron. Oui. Donc, tout autre domaine, tout autre métier, toute autre occupation. Et vous, Maïnou Rosdemir, députée bruxelloise indépendante jusqu'au 26 mai. Et après, comme vous ne serez pas présente sur les listes, vous ne serez pas députée non plus, vous ferez autre chose. Vous savez déjà ce que vous allez faire ? J'ai plusieurs pistes, et donc je vais prendre le temps de vraiment m'attarder sur ce que je vais décider. En fait. Donc c'est pas plus précis que ça encore pour l'instant ? Je n'ai pas envie non plus de trop dévoiler. Voilà. Vous ne voulez pas dévoiler la couronne ? Non, parce qu'il y a plusieurs pistes, et puis ça dépend aussi un peu de ma famille. Et donc je dois un peu voir avec eux comment gérer tout ça. Donc la décision n'est pas encore formellement prise, voilà, on va dire ça comme ça. Alors vous avez entendu ce qu'on a dit sur la justice, et notamment cette somme de 740 millions. On commence par vous, Sarah Thurin. Est-ce que vous pensez que ça doit être une priorité pour 2019, pour les représentants politiques qui seront au pouvoir ? Il y aura peut-être des écolos parmi eux d'ailleurs. Oui, vraiment. Et je comprends tout à fait les manifestations, et elles auraient pu arriver bien plus tôt, parce que depuis 10 ans, les différents gouvernements ont toujours diminué les budgets alloués à la justice. Et la justice, c'est un des fondements, c'est un des fondements de ce qui assure un État démocratique. Et donc là, je trouve qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter quand on voit le peu de moyens, la détresse dans laquelle se retrouvent certains corps de métier de la justice. Sans parler des prisons, mais même déjà au niveau des magistrats, au niveau des infrastructures, au niveau du personnel, à tout niveau, c'est vraiment une catastrophe. Et donc, je pense qu'il y a lieu de refinancer, et surtout de faire en sorte qu'on ne va pas vers une justice à 2 vitesses, et donc assurer aussi que pour les personnes les plus vulnérables et les plus précarisées, l'accès à la justice reste évidemment équitable par rapport aux personnes qui ont des moyens. Alors pour vous, Maïnou Rosdemir, peut-être vous allez dire le même genre de choses, qu'il faut le faire, mais est-ce que vous pouvez ajouter à cela un élément sur où faut-il prendre l'argent, si on doit prendre de l'argent pour la justice, ou est-ce qu'on doit en enlever ? Est-ce qu'il faut en enlever ?
Où faut en enlever, c'est le prochain gouvernement qui en décidera. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça reste une priorité. Ça reste une priorité pour tous les partis. Ça reste aussi une priorité pour le monde judiciaire, parce que se retrouver avec des infrastructures où on a aussi des échafaudages. Il faut aussi voir aussi au niveau des infrastructures. Hein. Je dirais, avoir des fuites d'eau dans des salles d'audience, c'est quand même totalement inadmissible. Avoir des frais de justice qui sont aussi élevés, avoir des délais aussi longs et avoir un manque de magistrats, un 5e de magistrats en moins dans le cadre, c'est quand même... ça pose question. Et puis c'est une thématique qui ne date pas d'hier. Donc on parle de 740 millions, mais avec, si vous voyez vraiment l'état des prisons, ça concerne vraiment aussi le quotidien de certaines personnes. Mais ce n'est pas à moi à décider. Enfin, je veux dire, ça reste une priorité de la région. Peut-être au niveau de la défense, peut-être. Ça dépend où on met les priorités. Mais en tout cas, le prochain gouvernement doit prendre ça en main et axer vraiment donc, une somme importante à... Moins d'avions de chasse, c'est ça, et plus de justice. En tout cas, a priori, ce serait un choix, mais c'est pas moi qui décide. En tout cas, c'est pas un thème de campagne. On n'entend pas parler. Là, il y a eu un one-shot cette semaine, mais je pense que ça va pas... Ça va pas bousculer les foules et en faire... Il y a quand même le président de l'ancien parti de Mme Özdemir qui a dit qu'il en ferait une condition pour entrer au gouvernement. Donc ça veut dire qu'il y a déjà 500 millions d'euros de 2 partis qui semblent mettre ça comme condition. Déjà pas mal. J'ai vu passer une proposition du PS qui disait, je pense, 200 millions mais par an. Sous contrôle de votre fact-checking Jean-Jacques, je sais impitoyable. Ouais. Donc on en parle quand même, je veux dire, voilà, je trouve qu'on en parle davantage qu'il y a 5 ans. Il n'y a pas que les questions de budget, il faut se rappeler, mais ça c'était déjà la législature précédente qu'on a imposé de la TVA sur les honoraires d'avocats et qu'on a aussi décidé de faire payer les prodéos avec un espèce de ticket d'entrée. Alors ça ne concerne pas des sommes extraordinaires, mais ça donne l'impression que la justice, qui devrait être un service public à libre accès pour tous, commence à avoir un coût. Et donc pour les justiciables, et notamment pour les justiciables les plus en difficulté financièrement, il faut maintenant peut-être réfléchir à 2 fois avant d'aller entamer une procédure judiciaire. Ça, c'est aussi quand même un petit changement de paradigme sur la manière dont on considère la justice comme un service public ou pas. Et alors par ailleurs, on parle souvent de pénurie de profs, de pénurie de médecins. On ne parle pas de pénurie d'avocats, apparemment il y en aurait même trop, donc il y a peut-être aussi là des choses peut-être à revoir à ce niveau-là. Alors un autre grand moment de la semaine, ce fut la présentation surprise du projet de rénovation du stade Roi-Baudouin par le lobby sportif cette fois-ci. Tout peut être fait selon eux pour 2022. Reportage Thomas Dufrane et Nicolas Skenartz. Eden Hazard, Yuri Tillmans, les frères Borlée ou encore Cynthia Bolingo, le gratin du sport belge réuni pour un moule de pied symbolique. Le moment se veut historique. L'Union belge et les organisateurs du Van Damme l'annoncent en grande pompe. À défaut d'un nouveau stade national, ils veulent un stade Roi-Baudouin entièrement rénové, la Golden Generation Arena. La seule chose qu'on change, c'est l'infrastructure. On est déjà là, on joue déjà sur ces terrains nos matchs des Diables. On a déjà le mémorial qui se joue là-bas, mais on le fait dans une infrastructure qui ne répond pas du tout aux besoins, aux exigences actuelles, mais pas du tout. Rénovation des vestiaires, des loges plus confortables et surtout un meilleur angle de vision pour les supporters. Un vaste concours est lancé à destination des facultés d'architecture du pays. Budget estimé entre 150 et 200 millions. L'Union belge assure qu'elle a le soutien politique. Oui, on a concerté tous les partis concernés, en fait tous les partis en Belgique. Oui. La NVA y compris ? Oui. À la ville de Bruxelles, on est très enthousiaste. Reste à voir avec les autres entités. Nous, côté ville de Bruxelles, on est prêt à recevoir les fédérations sportives, mais aussi le gouvernement fédéral, le nouveau gouvernement régional, et on voit comment on peut financer un projet sportif fédéral pour tous les sports et toutes sortes de fonctions. Côté sportif, on a aussi le sourire. Pas que pour le football, mais pour le sport belge en général. Je pense qu'on se doit d'avoir un nouveau stade, et pas que pour les joueurs, pas que pour les athlètes, pour les fans aussi. On arrive à un niveau où on aimerait bien avoir vraiment de chouettes infrastructures dans le pays dans lequel nous sommes. Donc ouais, le projet est vraiment une bonne initiative et je pense que ce sera un plus pour beaucoup de sportifs, tant pour l'athlétisme que pour le foot. Bref, un nouveau tour de piste pour une saga qui est loin d'être terminée. Un véritable appel du pied, une opération de lobbying à 2 mois des élections régionales et fédérales. Alors Mathieu Ladevez, on a l'impression que tout le monde a l'air content, comme si on avait découvert la pierre philosophale, là, tout d'un coup, mardi. C'est la campagne. Non, c'est une bonne idée, enfin c'est une bonne idée, je sais pas, c'est une bonne proposition, c'est un petit coup de lobbying. Moi j'y crois pas une seule seconde pour l'instant, parce qu'on voit très très bien ce que dit Benoît Hellings.
Tout le monde est d'accord, mais personne ne veut se mouiller, comme c'est un dossier pourri, on le sait depuis longtemps. Il a quand même dit sur BX1 qu'il était prêt à quand même dégager en fin de cycle, peu de fonds. Oui, il a dit pas hier payer aussi, seul. En fin de cycle, si le fédéral joue le jeu, si tout le monde joue le jeu. Donc moi, je n'y crois pas pour cette raison-là d'abord. Ensuite, c'est un stade qui ne pourra pas accueillir de club résident vu qu'il sera multisport. Il y aura une piste d'athlétisme, on sait très bien que les clubs de foot n'en veulent pas, donc c'est un stade qui ne sera pas rentable. Est-ce qu'on va mettre 150 ou 200 millions d'euros pour un stade qui va accueillir peut-être 10, 12, 15 manifestations par an? Donc là déjà il y a un problème économique de base qui se pose, donc je n'y crois pas non plus à ce niveau-là. Il y a un autre problème, c'est l'intégration de ce stade dans le projet Néo actuellement en préparation. Ça va rajouter énormément de choses. Il y aura peut-être trop au même endroit, ça sera trop dense, donc là il y a un problème à ce niveau-là. Donc je pense que c'est un bon coup de lobbying de la part des sportifs, mais que ça ne va pas mener loin. Après, démolition en construction, ça c'est un autre débat. La Belgique a besoin d'un vrai stade correct. Il y en a qui sont très très beaux en Flandre ou même en Wallonie, peut-être moins. Mais je pense que c'est pas fini du tout quelqu'un qui n'a jamais visité le stade de la Neuville à Montigny-sur-Sambre, dans lequel joue l'Olympique de Charleroi. Désolé. Grosse erreur dans ta culture. Voilà. Je ne sais pas vous êtes propriétaire de votre habitation, Jean-Jacques. Oui. Moi, je suis locataire, j'ai cette chance. J'aimerais annoncer au monde entier que je vais lancer un concours d'architecture pour rénover mon appartement de fond en comble, refaire le toit, les fenêtres, et puis je viendrai donner la facture à mon propriétaire. C'est ce qui s'est passé à cette conférence de presse. Chacun prétend, ils disent, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou pas, accordons le bénéfice de la bonne foi là-dessus, qu'ils ont pris des contacts préalables. C'est vrai, et que personne n'est c'est contre. vérifié, ils ont pris des contacts. CDH et des contre. En effet, on retombe toujours sur le CDH de Bruxelles est contre. Je veux dire, qu'ils l'aient pris ou pas, ce ne sont pas eux qui paieront. Et donc, présenter ça, je l'ai lu dans certains journaux, sur les sites de certains journaux, comme catégoriquement décidé que le stade Roi-Baudouin sera rénové pour 150 à 200 millions, avec 40 000 places, une piste, des loges, un vendeur d'hamburgers, etc. C'est absurde. Pourquoi personne n'ose dire violemment non? D'abord, il y en a qui ont osé le faire, mais de manière très minoritaire, et Dieu sait si le CDH bruxellois est appelé à être très minoritaire, et il est. C'est parce que c'est la campagne, comme l'a dit Mathieu. Et moi, je me demande, soit c'est un pur coup de bluff, coup dans l'eau, ballon d'essai, ou alors, il y a, dans la suite de la campagne, on verra le lien, et on verra un ou deux ténors dire ok, moi j'ai l'argent et je me promets à la prochaine législature sur la base de ce mécanisme comment dire, faire ce que vous me demandez de faire. Mais pour l'instant, sur le fond, il n'y a rien. Fabrice Grosfilet. Oui, je pense qu'on est tous d'accord. C'est un gigantesque coup de com', mais ça m'a fait un peu rire, je dois dire. Et surtout la manière dont ce coup de com' a été répercuté avec beaucoup d'emphase et un grand retentissement. Moi, j'ai quand même le souvenir d'Alain Courtois qui expliquait pendant des mois et des mois, voire des années, que c'était impossible de rénover le stade Roi-Baudouin, que ça allait coûter trop cher et que pour le mettre aux normes, c'était des sommes astronomiques et qu'il valait mieux en construire un nouveau. Je ne pense pas que cette situation-là ait changé. Donc si l'idée est de rénover le Roi-Baudouin, mais que ça coûte 200 millions, voire 300 millions, voire 400 millions, la première question c'est d'où viendra l'argent? On a entendu Bonalings qui a dit il faut que ce soit un stade fédéral. Donc on a bien compris que c'est le fédéral qui allait payer. Je souhaite bon courage aux négociateurs du prochain gouvernement fédéral pour se dire qu'on va sortir 200 millions pour rénover un stade. Je ne pense pas que la solution va venir de là. Surtout si on a déjà dépensé 740 millions pour la justice. Je pense qu'on est dans un moment qui était plutôt un moment où on a voulu marquer une rupture, donc de la nouvelle majorité communale par rapport à la précédente, et de bien se dire tiens, on va solder un petit peu l'héritage d'Alain Courtois, donc on va jouer le jeu, on va dire qu'on est d'accord, et donc ça permet de tourner une page. Et puis il y a des gros sous derrière. Vous savez très bien qu'il y avait un promoteur immobilier qui était à l'origine du projet précédent. Un autre promoteur concurrent qui est assez proche de l'Union belge pourrait soutenir le suivant, et c'est ça qui se passe. Mais honnêtement, il n'y a pas le premier copec pour financer ce projet. Alors, Sarah Turine, vous qui êtes certainement au courant de tout ce qui se passe dans les coulisses, même si vous quittez la politique. Non, mais ce genre d'annonces, c'est parfois des annonces un peu de com'. C'est de bonne guerre. Je pense qu'il y avait un projet qui était assez irréaliste auparavant, porté par M. Courtois, et qui s'est soldé par un échec. Et donc, on revient à la question de départ. Bon, quid d'un stade? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Du point de vue d'écolo, et notamment écolo à la ville de Bruxelles,
déjà avant même les négociations pour rentrer dans une majorité, et puis durant les négociations, il y avait cette idée de dire non, il faut plutôt rénover ce stade et surtout garder l'aspect pluridisciplinaire. Et donc on rejoint sur le fond pas mal la proposition qui est faite ici par les instances sportives. Après, c'est vrai que c'est la question du financement, où là on ne peut pas exiger de Bruxelles-Ville de financer tout ça tout seul. Mais il y avait un budget qui était prévu pour l'ancien stade, donc il peut y avoir un budget prévu à la ville de Bruxelles. Mais je comprends. Non, dans le projet de Courtois avait prévu, je ne sais plus le montant, mais il avait prévu un montant annuel pour. Voilà, je sais plus. Mais donc, mais je comprends la prudence de la ville de Bruxelles maintenant de ne pas vouloir s'avancer s'il n'y a évidemment pas un accord avec les autres niveaux de pouvoir. Est-ce que Maïna Rosodemir, est-ce que la région doit s'impliquer là-dedans? Parce que la région était quand même derrière le projet de construction du stade. S'il reste en tout cas, s'il reste à Bruxelles, si ce n'est plus un stade qui est en Flandre, exactement, parce qu'on connaît toute la problématique autour du parking C, et Dieu sait si on ne nous a pas pourri l'actualité aussi avec la construction de ce nouveau stade. Il faut aussi le rappeler que c'était quand même, à chaque fois qu'on ouvrait l'actualité, c'était mais qu'est-ce qui va devenir ce stade? On avait l'impression de construire quelque chose de neuf et de différent. Mais la région bruxelloise doit être certainement partenaire, en plus avec les infrastructures sportives, et vu que ça doit en tout cas se faire de manière transversale avec les différentes, surtout Bruxelles et le fédéral, avec Belléris aussi qui peut financer en partie, mais pas que, parce que l'espace est beaucoup trop grand, et puis ça deviendrait un stade national, et puis aussi du privé. Pourquoi est-ce que du privé ne pourrait pas... Enfin, en tout cas, il faudrait peut-être imaginer des différentes formes de... il y en a pas mal qui disent qu'ils ne veulent plus du privé cette fois-ci, parce que ça complique trop les choses. Donc... C'est possible, mais différentes... moi, je n'y vois pas que du négatif, et en même temps, je pense que voilà, ça donne un nouveau boost, ça booste un petit peu l'actualité par rapport à ce stade, et, mais en même temps, voilà, ça peut être aussi un coup de com', tout comme on peut y croire. Mais ce qui est réjouissant pour moi, c'est de voir un peu que les sportifs sont réjouis, parce qu'on a des sportifs de haut niveau aussi qui sont là motivés. Évidemment, ils sont tous derrière. Est-ce qu'ils ne sont pas instrumentalisés là, par les fédérations? Ils sont peut-être... voilà, c'est peut-être leur fédération qui les motive aussi à aller de l'avant, mais peut-être qu'ils sont vraiment volontaires, parce que quand on voit ici, au niveau belge, nous n'avons pas de stade national. Quand les footballeurs belges vont à l'étranger jouer au foot, est-ce que voilà, on n'a pas vraiment un stade où on peut être fier de dire voilà, c'est notre stade bruxellois, on en est fier, et ce stade doit se trouver à Bruxelles. Vous voulez en construire un, hein? C'est peut-être ça un de vos projets, hein, c'est de devenir architecte ou promoteur immobilier. Si on demandait une petite part du salaire de certaines des personnes qui ont fait un moulage de leurs pieds, je pense qu'on pourrait arriver relativement vite. On faire un crowdfunding. Une cagnotte chez les Diables Rouges, on achète 250 millions. Voilà, c'est peut-être une bonne idée. Quand on voit les montants, franchement, dans le milieu sportif, je pense qu'ils doivent être peut-être partenaires, mais voilà, c'est mon sujet privé. Démagogique, là. Enfin, allez, on va parler des listes électorales. On a tiré les premiers numéros des listes, c'était cette semaine. Il ne reste plus que quelques jours pour remettre les signatures. Alors c'est un vrai sprint final parsemé d'embûches. Regardez ce reportage de Michel Guéhière et de Thierry Dupoquet à ce propos. Vous êtes de droite, de gauche? Il n'y a pas, on est politique mais à partisans. Ces candidats à la candidature sillonnent les abords d'une haute école à la recherche de soutien. Beaucoup de refus polis, quelques oui aussi. Je pense que tout le monde mérite sa chance, et donc il n'y a pas de souci pour ça, et on prône pour la nouveauté, donc aucun souci. Pas toujours facile d'aborder des gens quand on est inconnu et qu'on n'a pas la force d'un parti traditionnel. C'est fastidieux en fait, parce qu'on n'est pas non plus un immense groupe, on n'a pas un secrétariat, voilà, on fait ça sur les temps de midi, sur les soirées, donc ça c'est un côté un peu fastidieux. Il reste moins de 10 jours aux partis qui n'ont pas de soutien de parlementaires sortants pour trouver 500 signatures de citoyens. Toutes seront contrôlées, il y a des règles. C'est difficile déjà d'aborder les gens parce que beaucoup de gens baissent la tête quand on leur dit bonjour et partent en courant. Puis il y a ceux qui n'habitent pas la région bruxelloise, et puis il y a encore ceux qui sont domiciliés mais pas sous le régime linguistique francophone, parce qu'on se présente du côté francophone, donc c'est uniquement les personnes belges domiciliées sur le régime francophone. À l'heure d'Internet, un système existe pour récolter en ligne ces soutiens citoyens, mais celui-ci est lourd. En fait, les personnes que par exemple j'ai invitées et qui souhaitent le faire, ils reçoivent l'invitation de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc tout ça amène de la méfiance quand ce n'est pas directement considéré comme un spam. Le système connaît aussi des bugs. Ce responsable d'un mouvement qui prône la participation l'a remarqué à ses dépens. Finalement, il ne rentrera que 13 signatures électroniques, alors que manuellement, il en a récolté plus que les 500 requises. On identifie plein de problèmes, mauvais navigateurs incompatibles avec des
des boîtes mail, les étapes sont compliquées, le mail arrive dans les spams, l'adresse mail est complexe et après surtout, beaucoup de gens arrivent à la dernière étape de validation du soutien et c'est là que cela ne passe pas, il y a un bug électronique. Ces partis non institutionnels n'ont pas de présence garantie dans les débats ni de financement public, autant d'obstacles dans l'émergence des nouvelles formations. Alors, Maïnour Ozdemir, vous avez décidé de ne pas vous représenter aux élections. Pourquoi n'avoir pas créé votre propre parti Parce que mon choix n'était pas de me représenter. Si j'avais envie de me représenter, j'avais aussi l'opportunité de le faire dans les listes démocratiques qui sont présentes ici au Parlement. Ah, on vous a proposé mais bien sûr, mais et donc, quel parti vous a proposé? Je ne vais pas citer de nom, mais voilà, ça a été... attendez. Là, au moins, le CDH ne vous a pas reproposé de venir sur leur liste. On me l'a proposé au niveau communal, donc voilà, pourquoi est-ce que ça ne se serait pas fait au niveau régional? Maintenant, ça ne s'est pas fait, mais je ne vais pas m'étaler sur ma question. Simplement, par rapport à ça, si j'avais envie de continuer au niveau politique, je l'aurais fait et j'avais l'opportunité de le faire. Voilà. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de ces... Est-ce qu'il y a des difficultés pour créer sa propre liste? Vous avez vu, les signatures, c'est compliqué, c'est difficile. Par contre, j'ai été approchée... Peut-être que je... Pas encore. Ah, on dirait que non. On s'aime tellement avec lui, franchement. Oui. Non, mais ce que j'avais envie de dire, c'est que beaucoup de gens m'ont aussi contacté, des listes indépendantes qui m'ont contacté pour me demander, pour solliciter ma signature. Ah oui, parce que vous étiez une députée sortante, vous auriez pu permettre à des listes de se présenter sans qu'ils aient besoin de signature. Bah, écoutez, il faut analyser le projet, et puis il fallait voir vraiment de quoi il s'agissait. Parce que si on a envie, c'est facile, hein, une petite signature. Moi, je vois maintenant la liste de Destex qui est vue comme, voilà, qui est considérée être comme un groupe politique au Parlement. Je trouve ça quand même assez... on crée un groupe directement en étant un député, ou alors en étant député sortant, on peut directement être tiré au sort, comme ça, présenter sa liste et être tiré au sort. Je pense que ce ne soit pas vraiment démocratique compte tenu des personnes qui doivent, par exemple, récolter 500 signatures pour déposer leur... Pourquoi pas les aider alors? Si vous les aidiez, ils n'auraient pas besoin de leur signature. Je ne peux pas aider tout le monde. C'est aussi une question de projet. On ne peut pas accorder notre signature à chaque liste. Il faut donner le temps de pouvoir analyser. Vous pourriez en choisir une liste citoyenne. J'ai décidé de... Voilà, c'est un choix. Voilà. Très bien. Alors vous, Sarah Turine, comment vous voyez ça? Vous étiez dans un grand parti. Vous voyez les difficultés d'avoir ces signatures? Mais est-ce que 500 signatures pour un groupe qui veut se présenter au niveau fédéral, est-ce que c'est beaucoup? Moi, je ne pense pas. Et le débat qu'il y a eu chez Écolo par rapport à ces questions-là, c'est de se dire que il faut quand même représenter un minimum de personnes pour pouvoir se présenter au scrutin. Et donc, il y a un certain nombre, je ne sais plus combien c'est pour le niveau local, mais voilà, fédéral 500 personnes, je trouve que ce n'est pas énorme. Et si on s'y prend si tard vers des gens qu'on ne connaît pas, c'est que sans doute l'assise n'était pas encore assez mûre. Voilà, donc en général, les députés écologistes ne signent pas pour la création de... Enfin, pour le dépôt des listes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les numéros qui ont été tirés vendredi. Je vais vous les montrer. Donc, le Écolo a le numéro 2, le PS a le numéro 17. Est-ce que c'est un avantage d'avoir un petit numéro par rapport à un gros numéro? On dit que oui, on dit que ça peut faire gagner 1% supplémentaire. Maintenant, est-ce que c'est juste... 1% supplémentaire. Moi, j'ai déjà entendu ça, mais bon, je ne pense pas on ne pourra jamais vraiment le prouver. Après, c'est des chiffres symboliques. C'est toujours mieux de dire qu'on est 2e que 17e. Voilà, mais bon... Ça joue, psychologiquement, oui. Je pense que voilà, on est beaucoup plus ravis quand on a la liste 1 parce que c'est plus facile à faire son choix. Et puis l'électeur dans son urne est plutôt stressé. On a l'impression qu'on a vite un petit timing là, à vite voter, à vite pointer son crayon. Et donc quand c'est de la liste 1, voilà, on fait vite son travail et on sort, on vote. Donc c'est vrai que psychologiquement, c'est beaucoup plus réjouissant. Je le sais. Pour les partis démocratiques, ça fait voilà. Est-ce que le numéro 13 de la liste de Stex va lui porter chance, Nicolas de Decker? Vous qui êtes un spécialiste de cette liste. De numérologie ou de stexologie? Un peu les deux. Aucun des deux. Mais il y a une différence? Je ne sais pas encore, il faudra l'inviter un jour. Peut-être pas encore à titre d'expert, mais... Oui. En fait, très clairement, c'est anecdotique, mais ce qui joue, et ça vraiment dans une dimension de communication, c'est de ne pas tomber par un mauvais hasard dans un nombre à 2 chiffres. À partir du moment où on commence à être chez les 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, je pense que c'est 17 ici. 17 pour le PS. Je pense qu'on est un peu tracassé dans les états-majors, mais qu'on se rassure, ils ont d'autres tracas plus importants qui vont bientôt arriver, qui sont déjà arrivés. Oui, certainement. Et vous, Fabrice Grosfilet? Alors c'est toujours un petit moment un peu rigolo dans les reportages de savoir quel numéro. Voilà, ça fait partie des passages obligés un petit peu du lancement de campagne. C'est vrai que je pense que
pour l'électeur, quand il arrive dans l'isoloir, devoir descendre, scroller et d'arriver à la 17e place, c'est plus compliqué que de taper sur le numéro 1. Donc ça, je pense malgré tout, un petit effet. Mais malgré tout, je pense que le PS numéro 17 fera quand même plus de voix que Vivant qui est numéro 1. En tout cas à Bruxelles, je suis prêt à le parier. Mathieu Ladevez, considération là-dessus? Non. Non? Moi, j'en ai deux. Oui, encore une? En fait, en politologie, il y avait un célèbre article sur la cartélisation de la vie politique. Ça date de 91, où on avait dit, c'est 4 CMR des Américains, qui avaient dit les partis établis haussent systématiquement les barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants. On a en Belgique, qui s'est introduit depuis 2003, un seuil de 5%, où on n'a aucune chance. Clairement, au Parlement bruxellois, avec moins de 5%, on a assez pour avoir des sièges s'il n'y avait pas ce seuil. Mais en réalité, paradoxalement, ce qui se passe est un peu... C'est un peu contraire à ce qu'on voit dans la difficulté qu'ont les gens qui veulent lancer une nouvelle liste, c'est que, paradoxalement, depuis ce mouvement de cartélisation, on a en Belgique plus de nouveaux entrants et une fragmentation plus grande qu'elle ne l'était auparavant. Et donc je me demande si 4CMR ne devrait pas d'abord venir être invités ici. Ils sont encore en vie, Jean-Jacques, je vais essayer d'intercéder. Et puis revoir un peu leur théorie. Mais c'est dans toute l'Europe, à part exactement, vos confrères ce matin, qui me disaient que on voit émerger... Par exemple, un des éléments aux Pays-Bas qui est intéressant, c'est qu'il y a une seule circonscription à la proportionnelle complète. Et donc ça, c'est un système qui favorise très fort les nouveaux entrants, évidemment, parce que avec 1% des voix, vous avez des députés. Et donc, du coup, une grande morcellisation des partis et des députés. Alors, je vous propose de passer à notre rubrique tête d'affiche. Je vous propose à toutes les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. On va commencer par vous, Sarah Turin. On commence par un triste personnage, Brent Tarrant, le tueur de Christchurch. Puis... c'est quand même plus sympa, Sabine Laruelle, l'ex-ministre maire qui fait son retour en politique, le CDH Dimitri Fourny, inculpé pour fraude électorale, ou Faisal Chefou, inquiété à tort d'être l'homme au chapeau et qui en a fait un livre. Alors, Brent Tarrant, Dimitri Fourny, Sabine Laruelle, Dimitri Fourny ou Faisal Chefou, qui vous inspire? Eh bien, Sabine Laruelle. Ah, pourquoi? Mais parce que elle est peut-être un peu dans le même état d'esprit que moi, à savoir que elle revient, pas au niveau idéologique, je vous rassure, mais elle revient là en politique après avoir fait une pause. Et je pense que c'est sain, cet aller-retour entre la vie civile et le politique. Et donc, je trouve ça plutôt positif. Voilà. Ça veut dire que dans 5 ans, vous referez de la politique? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je n'ai pas fermé entièrement la porte. J'ai dit que je faisais une pause, et je ne sais pas du tout où je serai dans 5 ans, mais je n'exclus pas la possibilité de revenir, comme je n'exclus pas l'idée que dans 5 ans, je sois très bien là où je suis, que je n'ai plus envie de revenir dans un monde qui est quand même, il faut le reconnaître, assez dur. Et donc, c'est pour ça que je salue aussi le retour de Sabine Laruelle, que je ne connais pas personnellement. Ouais. Mais, voilà. Et vous, par rapport à ça, vous aussi, vous envisagez de dire, tiens, mais peut-être que je reviendrai. Parce que vous avez dit, 2 mandats, c'est bien, peut-être que ça suffit. Est-ce que ça veut dire que vous reviendrez un jour? Je ne sais pas ce que l'avenir me préservera. Peut-être que je reviendrai, mais en tout cas, je continuerai de toute façon de faire de la politique autrement au niveau de la société civile. Puis parce qu'il y a différentes façons de faire de la politique. C'est pas parce qu'on fait une pause qu'on arrête vraiment nos engagements. Nos engagements sont là, ils sont bien ancrés. Et, mais on parle de politique active. Active, oui. Enfin, voilà, à titre personnel, sincèrement, je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent continuer à le faire, sauf cas de force majeure. Maintenant, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous êtes dégoûté par les 10 ans que vous avez vécu, ou vous êtes plutôt satisfaite de ce que vous avez pu faire? Je suis vraiment heureuse, satisfaite, pleinement accomplie. Je pense vraiment avoir touché à toutes les thématiques. Vous n'avez pas perdu votre temps? Pas du tout. Non. Et vous, même Sarah Turin? Même si perdu mon temps. Non. Vous n'avez pas perdu votre temps en politique. Pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Après, je pense qu'à un moment donné, c'est important d'en sortir, parce que sinon, on risque. Plus on y reste, plus c'est difficile d'en sortir. Et si c'est difficile d'en sortir, on risque de ne plus prendre les décisions pour les bonnes raisons. Donc, voilà. Maïno Rosdemir, je vous ai coupé parce que vous alliez dire même si. Donc il y a quand même. Parfois on a l'impression en fait de faire on fait de la politique, on y reste tellement, et puis on est tellement imprégné là-dedans, on a l'impression après de faire de la politique de l'entre-soi, alors qu'il faut vraiment être nourri de toutes les expériences que l'on vit à l'extérieur. Et c'est ce qui est important. Je pense qu'il est sain, en fait, d'établir une durée sur les mandats pour que les députés puissent se ressourcer, se revoir. Et puis vous allez tourner écolo, hein. Vous allez tourner écolo. Alors, je vais vous proposer aussi 4 visages. Radovan Karadzic, le dirigeant serbe condamné à perpétuité par le tribunal de La Haye. Patricia Potini, l'élu MR.
passé chez De Stex et qui a fait perdre la majorité à la majorité wallonne, Hervé Asquin, le MR qui dit du mal des autres MR, ou encore l'artiste Wim Delvoye, célébré par une grande expo. Alors qui choisissez-vous? Radovan, Patricia, Hervé ou Wim? Hervé Asquin. Je vais prendre parce que je pense que je suis c'est le seul qui m'inspire là sur les quatre photos, parce que je pense que c'est une personnalité qui a beaucoup inspiré, qui a beaucoup apporté à la politique belge, qui a beaucoup apporté à la politique de son parti, et je pense que vraiment le MR a beaucoup perdu de son côté libéral en perdant des personnes comme lui qui avaient une ouverture d'esprit qui était différente par rapport à l'inclusion. Et quelqu'un qui dit du mal des autres, c'est plutôt bien? Je pense que ça permettra de secouer. Oui, ça permettra de secouer peut-être un petit peu, peut-être une remise en question de son parti, même si j'en doute. Mais c'est une personne qui a au moins pu dire ce que beaucoup n'osaient pas dire par rapport au MR. Est-ce que vous allez écrire un livre sur Benoît Ludgen? Pas sur Benoît Ludgen, parce que je pense que je ne suis pas une personne rancunière, et puis je peux pas lui consacrer un livre, c'est perdre mon énergie pour quelque chose d'autre. Je rigole, mais je pense que un jour je compte vraiment écrire mon histoire, et d'ailleurs je suis en cours. Je publierai plutôt un livre sur mon expérience personnelle, sur tout ce que la politique m'a apporté, et je pense que c'est positif pour pouvoir motiver une jeune génération qui a envie de se lancer et qui voit plein de difficultés, et parce qu'on a l'impression que la politique c'est toujours pour les mêmes, alors que la politique ça peut permettre à une jeune de Schaerbeek de se présenter en politique, d'être élue et de pouvoir faire 2 mandats. Voilà. Et vous, Sarah Turine, vous aviez sorti un livre pour les communales, parce que là, il y a un autre livre à écrire. Un peu moins méchant qu'Hervé Asquin. Oui, beaucoup moins méchant. Je suis pas méchante, moi. Ah, voilà. Non, j'ai toujours aimé l'écriture, donc il est vraisemblable qu'il y ait un autre livre qui sorte, mais pas tout de suite. Voilà. Ah bon. Eh bien, je vais vous montrer aussi des infos de la semaine. Vous allez peut-être réagir là-dessus. Peut-être elles vous ont énervé, peut-être elles vous ont ravi. D'abord, le PPE qui a décidé de suspendre le Fidesz d'Orban, le PS qui ne veut pas débattre avec la NVA, la loi climat remise aux calendes grecques, Facebook qui met 17 minutes à bloquer l'horreur, ou les soins qui sont remis en question pour les plus de 85 ans pour une bonne part de notre population. Alors, Sarah Turine, vous d'abord, est-ce qu'il y a dans ces infos-là une info Mais la loi climat remise au calendrier grec, ça m'énerve évidemment. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a une opportunité maintenant, parce que ça fait l'urgence climatique, elle est là depuis longtemps, mais l'urgence a été rendue encore plus urgente parce qu'il y a une prise de conscience plus importante. On a des marches qui réunissent des milliers de personnes. On a les jeunes qui se mobilisent maintenant. Et si par rapport à une jeune génération, on ne peut pas venir avec une réponse forte, immédiate, je trouve qu'on rate le coche, et les responsables politiques ici vont renforcer encore l'incompréhension de la part de la population à l'égard de... Est-ce qu'il n'y a pas une naïveté à croire qu'en 2 mois, il y a moyen de faire une loi spéciale en Belgique? Ici c'était possible. Et donc, je pense vraiment qu'il y a une part de mauvaise volonté, notamment du côté néerlandophone. On prend le prétexte de la crainte que si on ouvre les articles à réviser, on va revenir dans les questions communautaires. C'est un prétexte. Hein. À un moment donné, si tout le monde prend prend vraiment conscience de l'enjeu climatique qui dépasse les questions politiques, on se dit, on se limite à ça si on a peur de rentrer dans les questions communautaires, mais ne prendre les questions communautaires comme prétexte, pour moi, c'est vraiment du jeu politique. Et vous, Maïnou Ozdemir, parmi ces 5 infos Moi, c'est Facebook qui met 17 minutes à bloquer le direct carnage. Du tueur de Christian. Bien sûr, je trouve que c'est totalement scandaleux et inadmissible, parce que en plus de cela, Facebook, qui a une politique de confidentialité très bien cadrée, met 17 minutes pour mettre un terme à cette vidéo, ce carnage qui a été montré en télévision. Ils en ont mis 7. Parce qu'apparemment, il a fallu 10 minutes avant que ce soit signalé. Donc, ils en ont même mis 5, apparemment, une fois qu'on leur a signalé. Mais ils n'ont pas, ils n'ont pas vu. Mais est-ce qu'il faut interdire les directs sur Facebook? Est-ce que vous trouvez que le politique doit interdire les directs sur Facebook parce qu'il risque de se passer ce qui se passe Mais Facebook a des... C'est une compagnie qui est très riche, c'est une multinationale qui est très riche. Et ils ont des experts qui sont situés à différents endroits de la Terre,
on parle de plusieurs milliers de personnes qui sont au courant et qui bloquent. C'est pas Facebook en soi, la maison mère qui fait ça. Ils ont des experts pour le faire, ils peuvent le faire. Et donc, s'ils ont les moyens, ils doivent le faire. Et donc, il faut les obliger à le faire, c'est ça? Il faut les obliger. Et à partir du moment où ça dépasse un certain nombre de... ça dépasse la norme, ça devient un truc violent. C'est un carnage qui a été diffusé. Je trouve ça totalement scandaleux. Ils n'ont même pas été capables de s'excuser pour ce qui a été fait. Et aujourd'hui encore, ça manque d'explications. Alors, je vous propose de revenir sur les attentats du 22 mars, parce qu'on a commémoré évidemment les attentats 3 ans plus tard. L'occasion d'entendre une fois de plus les victimes, souvent maltraitées par les autorités. Témoignage extrait de notre magazine M, c'était mercredi soir. Avant qu'il arrive le 22 mars, je stresse, je tremble, parce que je sais que ce jour-là, je l'aime pas, déjà, et je préfère déjà, avant le 22, de quitter la Belgique. Je suis un mort-vivant, pourquoi? Parce que, pour moi, vu ma situation, qui ne s'améliore pas et que c'est toujours qu'il n'y a pas d'avance, et pour moi, je suis là, mais je ne suis pas là, quoi. C'est toujours le même problème avec l'assurance et avec toute l'expertise qu'il faut faire. Bien sûr, c'est une humiliation, surtout quand on rentre chez un médecin, il me dit « Monsieur Lalali, vous êtes bien ». Ah bon? Je veux bien être bien, mais comment vous savez que je suis bien? Moi, je dors pas. Les dernières choses qu'ils m'ont dit, un médecin, c'est mieux que vous être amputé pour éviter toute cette opération. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est faux, c'est fou ça. Comment vous pensez que je vais être amputé après d'y avoir aussi autant d'opérations pour sauver mon genou? Le but, c'est minimiser le préjudice. Je dois prouver, mais mon handicap, il est clair. Je suis amputé, j'ai plus de jambes, mais chaque fois, je dois avoir des rapports. Et ils m'envoient chez un expert à Liège, et l'autre à Anvers, et l'autre à Bruxelles. Donc notre emploi de temps, c'est toujours les experts, les médecins, les assurances, les rapports. Notre vie, c'est un travail temps plein, en fait. Fabrice Coffilet, des mesures ont été votées, mais apparemment, elles ne suffisent pas. Oui, alors là, c'est le débat du désarroi des victimes et de notre capacité à les indemniser d'une part, mais aussi à les accompagner et à pouvoir assurer un suivi, notamment psychologique, mais aussi à retrouver une place dans cette société. Ce que j'avais envie de dire, moi, en voyant ces extraits, c'est qu'on vient de voir 2 visages issus de la diversité. Et ça me semble très important de le souligner, notamment pour ceux qui continuent peut-être dans certains discours de comprendre ou d'excuser la folie terroriste. Voilà, les victimes des terroristes, ils peuvent être musulmans aussi. Donc ça, c'est une réalité. Et elles ont été en grande partie musulmanes lors des attentats du 22 mars à Bruxelles. Deuxième chose que j'avais envie de souligner, c'est quand même qu'au bout de 3 ans, et 3 ans c'est relativement peu, et pour ces personnes-là qui sont directement concernées, sans doute que les attentats c'est encore hier et c'est dans leur tête tous les jours dès qu'elles se lèvent le matin, mais pour la majorité des Bruxellois c'est quelque chose avec laquelle on a réussi à mettre beaucoup de distance. Et ça, je pense que c'est aussi la preuve de notre capacité de résilience collective et la preuve d'une certaine maturité de notre démocratie, puisque ce thème de la sécurité, ce thème de la lutte contre le terrorisme, qui a été très très prégnant, on se rappelle tous qu'on avait des militaires à tous les coins de rue, ce n'est plus aujourd'hui un thème de débat. Notre capacité collective en tant que démocratie belge, ça a été d'être capable, de prendre des mesures, on a renforcé l'arsenal législatif, on a mis en place un certain nombre de politiques, mais 2, de ne pas sombrer dans l'hystérie et d'être capable de tourner la page. Et ça, je pense que c'est important de le souligner à un mois d'une élection majeure. Jusqu'au prochain attentat, peut-être. Sarah Turine, à Molenbeek, il y a eu beaucoup de commémorations le 22 mars, comme chaque année. Là, un des témoins est molenbeekois, d'ailleurs. Est-ce que là, vous pensez qu'on est passé au-dessus aussi Moi, j'ai rencontré une autre victime il y a 2 jours, la victime plutôt psychologique, puisque c'est quelqu'un qui a perdu son épouse et qui disait qu'il se sentait complètement abandonné aujourd'hui, qui ne savait pas comment gérer ses enfants, etc. Donc je pense que le désarroi des victimes, effectivement, est encore très important. Mais par contre, l'intuition que j'ai, en ayant discuté aussi avec d'autres personnes qui étaient également victimes et qui, elles, ont eu un véritable accompagnement, dans quelle mesure, étant donné que je pense qu'il y a quand même toute une série de démarches administratives assez importantes et assez lourdes, les personnes les plus fragilisées déjà auparavant
ne se retrouvent pas aujourd'hui dans leur parcours de victimes confrontés à ce sentiment d'abandon plus important que des personnes qui avaient peut-être un capital scolaire, un capital socio-économique plus important, voilà, et qui, elles, ont trouvé les ressources pour être accompagnées à côté de ce que l'État pouvait faire proactivement. Et donc là, je trouve que c'est quand même un enjeu important. Et alors, pour compléter peut-être ce que Fabrice Gourfilet disait, moi, j'ai quand même, donc je suis assez d'accord sur le fait qu'on a pu tourner la page sur le côté plus démocratique et donc l'aspect sécuritaire. Par contre, moi, je reste inquiète sur le fait qu'on n'a quand même pas pu vraiment questionner. Enfin, la société n'a pas pu vraiment se questionner sur les raisons qui ont quand même amené des jeunes nés chez nous à commettre des actes aussi atroces. Et donc, notamment en matière de prévention, il n'y a pas de moyens supplémentaires qui ont été accordés, si ce n'est un égrenage de petits moyens à droite à gauche. Et donc, pour moi, la question de la radicalisation ou de la désaffiliation de certains jeunes dans les quartiers, elle est encore présente. Alors, ça va peut-être plus être du recrutement par Daesh, mais ça peut être d'autres types d'autres choses. Et donc, il faut garder quand même en tête que la désaffiliation des jeunes dans les quartiers par rapport à notre société, elle est encore présente aujourd'hui. Maïnour Ozdemir, là-dessus? Moi, j'avais rencontré aussi des victimes, dont un qui me disait qu'au niveau de son assurance, il avait eu affaire à un détective et que lui, qui ne parle déjà pas assez bien le français, son épouse a dû, donc tout ce que tu disais en fait, son épouse avait dû arrêter de travailler pour s'occuper totalement de lui, avec en plus de ça un enfant en bas âge, c'était totalement compliqué. Alors il disait que en plus de la douleur que j'ai physique, le fait de perdre 2 doigts, je sais pas, une jambe et avoir une vue qui s'était totalement dégradée, la vue qui s'était totalement dégradée, il devait faire affaire à toute une série de démarches administratives qui étaient super compliquées et parfois on ne s'en sortait pas. Et donc ce que la représentante de l'ONU l'a souligné, la Belgique, vraiment en matière d'accompagnement des victimes, on a été un peu en retard. Et puis ce qu'il faut, c'est vraiment simplifier les démarches et ne pas attendre tout des assurances. Je pense qu'il faut un guichet unique par rapport à l'accompagnement des victimes. On en a eu ce jour-là, c'est vrai que voilà, le choc était tel que peut-être qu'on n'a pas pu réagir à temps, mais on voit comment la prise en charge est faite maintenant en Nouvelle-Zélande, qui n'a pas nécessairement affaire aussi à cela. On voit vraiment un crowdfunding autour des victimes, on voit vraiment l'accompagnement, la présence de la première ministre qui est vraiment applaudie par le monde, on voit vraiment son attitude exemplaire, les communautés qui se soudent et qui commémorent ce fait et qui se disent plus jamais ça. Alors justement, vous parliez de l'attentat à Christchurch, de mosquées attaquées par un terroriste raciste, et alors du coup, en quelques jours, on avait peur de représailles, pour d'autres peur de copycat, et du coup on a dit, mais est-ce qu'il ne faut pas protéger les mosquées? L'OCAM a dit non, il ne faut pas, mais quand même dans les communes bruxelloises, des mesures ont été prises. Est-ce qu'on a été assez loin, Sarah Turin, là-dessus? Est-ce qu'il faut protéger les mosquées aujourd'hui comme on protège les synagogues à Bruxelles? Je pense que, en tout cas dans des communes où il y a une forte population musulmane, l'émotion était très forte et la crainte qu'il y ait des actes similaires qui se produisent était importante. Et donc, il faut pouvoir prendre la mesure de cela, comme on a pris la mesure à d'autres moments. Et donc, sans doute renforcer pour un certain temps le dispositif sécuritaire, d'abord pour rassurer psychologiquement, même si c'est de la communication, en fait, plutôt. Oui, c'est ça. Je pense que c'est montrer que l'État est avec les communautés. Après, moi, ma crainte... Bon, elle est par rapport aux populations musulmanes, mais c'est la crainte aussi qu'il y ait des représailles dans l'autre sens, parce que les quelques suppôts de Daesh doivent se frotter les mains qu'il y ait eu un attentat contre des musulmans, hein, parce que voilà, donc oui, c'est dans les deux sens, les extrêmes se nourrissent. Hein, je voudrais rappeler que l'année passée, selon les chiffres du CCIB, à Bruxelles, il y a eu 14 mosquées qui ont été attaquées, vandalisées en tout cas, même si ce n'étaient pas des attaques terroristes comme il y en a eu en Nouvelle-Zélande. Il y a 2 jours, à Birmingham, en Angleterre aussi, 5 mosquées vandalisées en une nuit. Donc je pense qu'il ne faut pas vraiment passer à l'acte pour avoir cette présence policière. Et puis, il faut aujourd'hui, du coup, l'attitude de l'OCAM qui juge, oui, pas de présence policière, c'est pas nécessaire. Je pense que c'est quand même un peu léger. Je pense pas qu'il y aura des attaques de tel ordre ici, à titre personnel. Mais peut-être, ne fût-ce que avoir plus de personnes en charge de la prévention, avoir une attitude discrète, une présence discrète des policiers les premiers jours, juste pour rassurer aussi
les fidèles des mosquées par rapport à ça. Et puis il y a aussi certaines mosquées qui demandent aussi une présence au moins pour ce vendredi-ci, qui est le jour où il y a le plus de Peut-être fidèles. devrait-elle aussi se régulariser dans un aspect plus officiel de certaines mosquées, parce qu'on sait que là-dessus, parfois on ne sait même pas qu'un endroit est une mosquée. Exact. Donc si on met des militaires devant, peut-être on saura que c'est une mosquée. Peut-être l'aspect il y a psychologique un est aspect lourd. paradoxal Je ne là-dedans. voudrais pas vraiment avoir des militaires ou des policiers constamment présents. Mais s'il y a des tournées, mais vraiment de très Des patrouilles, quoi, par exemple. Des patrouilles, comme le bourgmestre de Scarbeck l'a demandé, avoir ne fût-ce qu'un entretien avec les présidents d'associations de mosquées. Je pense que c'est important pour avoir... On a entendu sur BX1 le bourgmestre de Saint-Josse, Emirkir, dire qu'il trouvait qu'il y avait trop de contrôle des mosquées à cause du plan Canal. C'est vrai. Et lui, donc c'est plutôt le contraire. Il a dit arrêtez de nous contrôler, c'est du harcèlement. Mais la manière dont ces vous contrôles dites la sont même faits, chose. Non, les contrôles sont faits vraiment de manière très je veux dire, je connais vraiment une mosquée en plein Scarbeck. La descente s'est faite juste après la prière du vendredi, donc le jour où c'était full. On demande, c'est vraiment... on a c'est 14 du harcèlement ou c'est normal? Il y a 14 personnes qui descendent dans une mosquée avec les chaussures. Enfin, je veux dire, le non-respect la moindre des choses, c'est de prévenir une fois. Et puis, ce n'est pas vraiment dans le cadre d'une protection. La manière dont ça s'est fait, c'est vraiment... Là, on ne parlait pas de protection, on parle plutôt d'enquête. Oui, bien sûr, exactement. Sarah Turin. Il y a eu, dans le cadre du plan Canal, il y a eu les contrôles et des mosquées et des associations. Dans certains cas, ces contrôles se sont très bien passés. Et puis, il y a des contrôles qui, effectivement, il y a eu de l'abus. Ça, c'est évident. Parce qu'aussi, je pense que tous les policiers ne sont pas nécessairement... formés, enfin je dirais, donc ils ont voilà, et donc dans certains cas ils venaient avec des groupes beaucoup trop nombreux. Mais ils viennent encore aujourd'hui, donc voilà. Je veux dire c'est ça qui est je veux dire ça se passe encore aujourd'hui et sans prévenir, je veux dire la manière dont ça se fait, je pense que ça demande un peu de... Et vous trouvez qu'il faut plus contrôler? Non, pas du tout. Je crois au niveau de l'urbanisme, des infrastructures, oui, il faut vraiment des infrastructures de qualité à Bruxelles et c'est la norme. S'il y a un incendie, que quelqu'un meurt, là c'est qui est responsable. Mais la façon dont se fait les descentes dans le cadre du plan Canal, voilà. Nicolas Dedecker voulait intervenir. Parce que j'ai l'impression que votre question, en fait, est insoluble. Parce que... Souvent. C'est bien une de vos caractéristiques, c'est pour ça qu'on vous aime tant. Parce que, en l'occurrence, ce qui est nécessaire à court terme, c'est-à-dire la protection de lieux qui potentiellement pourraient être frappés par des criminels, il est évident qu'on ne doit pas lésiner sur les moyens qui permettraient de sauver une vie, ou même un petit doigt. C'est une évidence plate. Mais ce nécessaire à court terme peut être aussi néfaste à moyen ou à long terme, parce qu'il n'est pas sain dans une démocratie, il n'est pas sain dans un État que des personnes doivent être en permanence surveillés parce qu'il faut les protéger pour pratiquer leur culte. Ce n'est pas sécurisant de toujours devoir être accompagné de militaires ou de policiers pour exercer ce qui est, je le rappelle, un droit fondamental. Aujourd'hui dans le cas des synagogues. Ça existe précisément aujourd'hui dans le cas des synagogues et on est tous d'accord pour dire que beaucoup de juifs de Bruxelles ne se sentent pas bien à Bruxelles. Pas seulement à cause de ça, évidemment. Il est évidemment nécessaire que leur lieu de culte et que leur vie, parce que le lieu de culte ou pas, c'est leur vie qui doit être protégée, c'est tout. Mais on ne peut pas dire que ça, à long terme, les ait complètement rassurés. Et je pense que si on passe toute une vie à prier, ou d'ailleurs à ne pas prier, ou aller au football. Moi, quand je vais au football, je ne suis pas rassuré de voir depuis 20 ans les mêmes policiers qui me regardent avec un air... Donc c'est pas un message si positif que ça. Mathieu Ladevez, dernier mot. Si on protégeait les mosquées comme sont protégées les synagogues à Bruxelles, parce qu'elles sont très bien protégées, il suffit d'aller voir à Uccle, par exemple, à l'école de Uccle ou des choses comme ça. Je pense que c'est un problème qui est, comme le disait Nicolas, insoluble. Ça ne sert à rien. Enfin, c'est la présence policière, la présence militaire dans les rues. On ne pourra pas empêcher de toute façon quelqu'un de vouloir faire péter quelque chose, quoi qu'il arrive, que ce soit une synagogue, une mosquée ou un match de foot à Montigny-sur-Sorge. L'attentat à Bruxelles qui s'est fait sur le musée juif, c'est le seul endroit de la communauté juive qui n'était pas protégé. C'est vrai. Donc il y a quand même sans doute des effets. Je propose de passer à nos coups de cœur. Et Nicolas, on commence par vous avec un livre de quelqu'un dont on a déjà parlé. J'ai presque été spoilé. Ce sont les mémoires d'Hervé Asquin. Pour les gens comme nous qui s'intéressent un peu à la vie politique, c'est toujours intéressant. C'est savoureux parce qu'il y a de belles anecdotes et que ce garçon-là ne s'est jamais privé de dire du mal des gens. D'autant plus que, puisque ce sont ses mémoires, il peut se le permettre, il s'y autorise encore plus. Alors, deux petits bémols. D'abord, j'ai l'impression qu'il s'y autorise surtout avec les personnes décédées, en l'occurrence c'est plus facile. Daniel Ducarme. Et puis, je me demandais en le lisant quand même,
Vous savez, il y a ce livre de Jean-Jacques Rousseau, Rousseau juge de Jean-Jacques. Quel serait le jugement de Asquin, historien, sur Hervé, mémorialiste? Parce que j'ai l'impression que quand même, il n'a pas été super rigoureux dans sa méthode historique. Et donc c'est un témoignage délicieux, c'est un témoignage nécessaire et utile, c'est un témoignage passionnant, mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment un livre d'histoire. Mathieu Ladevez, on va parler d'autre chose avec vous, de bus. Oui, je voulais féliciter la STIB et Delaine. C'est un thème de campagne aussi sur la gratuité de la STIB et des transports en commun en général. C'est juste très ponctuel. La STIB qui va faire rouler ses vieux bus gratuitement pour les 50 ans de la ligne 28, je pense, du côté de Stockel, Saint-Pierre, etc. Donc il faut en profiter, c'est bientôt. Et Delaine qui va aussi proposer des transports en commun gratuits pour aller voir le bois de Halle. Ceux qui ne connaissent pas, il faut absolument y aller, c'est juste magique. Enfin, je suis déjà allé plusieurs fois. Et comme ils sont submergés par le nombre de visiteurs, bientôt ils vont faire payer l'entrée comme aller voir le Lion de Waterloo, mais il faut aller en transport en commun, voilà. Alors, vous, Fabrice Grosfilet, un livre sur la NVA? Oui, c'est un bouquin de Luc Barbet qui a entrepris de vouloir expliquer le phénomène NVA aux francophones. Luc Barbet, c'est pas n'importe qui, il a été un parlementaire Groen, donc les écologistes flamands. Il a même été, je pense, à un moment président de parti, et il a une connexion avec le monde francophone, puisqu'il a été un moment chef de cabinet d'Olivier Deleuze, lorsque Olivier Deleuze était secrétaire d'État à l'énergie, donc un des pères de la sortie du nucléaire, c'est notamment Luc Barbet. Et on ne parle pas beaucoup de la NVA ces dernières semaines, parce que les médias sont un petit peu versatiles. J'ai le pressentiment qu'on en reparlera beaucoup plus dans 2 mois, et donc lisez ce bouquin, ça peut vous servir. Et moi, rapidement, un collier de perles, en fait, un livre écrit par des bénévoles et volontaires de la plateforme citoyenne, avec des perles d'accueil quand la solidarité s'organise. C'est aux éditions Mardagast, un recueil donc d'anecdotes sensibles et éloquentes qui, dans un premier temps, se sont retrouvées dans un blog et aujourd'hui dans un livre. On se retrouve le week-end prochain pour notre édition des experts. Merci à tous d'être venus. Bon week-end.